Alors, si on se place sur le plan chronologique, en 2001, Normand Clermont m'annonce qu'il quitte son poste de professeur à la fin de l'année et que, en fait, on est en l'an 2000. Qu'en 2001, à la fin de l'année, il quitte son poste de professeur et qu'il va entamer une retraite désirée, souhaitée, etc. Et que il considère que je suis son dauphin, son héritier, pour prendre en charge l'école de fouille. Alors, donc, on est en l'an 2000. Lui, il fouille toujours à la Pointe-du-Buisson. On a commencé ensemble en 1977. Il est encore à la Pointe-du-Buisson en l'an 2000. Et il tenait à son année 2000 parce que dans les années 80, on avait travaillé ensemble avec les gens du ministère de la Culture et des Communications pour transformer la Pointe-du-Buisson en un centre d'interprétation. Parce que le site était vraiment très important et il avait livré quand même beaucoup de secrets qui méritaient d'être mis en valeur. Et puis le site il était énorme, une vingtaine d'acres. Et donc, il y avait une prairie anthropique où il y avait des tables à pique-nique, il y avait des beaux chênes, il y avait une partie où la forêt était intacte, surtout là où on avait fouillé. Donc, on avait imaginé une mise en valeur et puis, et durant ces années-là, donc au milieu des années 80, une des phrases de Clermont pour dire aux gens à quel point le site est important, c'est qu'on peut y faire de l'archéologie jusqu'en l'an 2000. Et là, il s'est rendu jusqu'en l'an 2000. Donc, en l'an 2000, il me dit Claude, je prends ma retraite à la fin de l'année prochaine. Et puis, il me reste une école de fouille, parce qu'il tenait à faire l'école de fouille de l'année 2001. Mais il me dit Claude, tu me dis où tu veux que j'aille, puis je vais faire la première année, puis après ça, tu prendras ma place. C'est OK. Fait qu'on avait été fouiller ensemble une fin de semaine à l'île Morrison, puis on était retourné fouiller une fin de semaine à l'île aux Allumettes. Et puis donc j'avais dans l'œil un peu l'Outaouais, mais là, Clermont me lançait un défi, puis là je me disais, quand on fait l'école de fouille, on dit toujours que c'est un projet à long terme. Fait que là, il fallait, je pense, un projet à long terme, mais c'était clair pour moi, je ne voulais pas continuer à la Pointe-du-Buisson. Moi, j'avais donné 12 ans de ma vie à la Pointe-du-Buisson. J'avais été fouillé partout ailleurs au Québec. Je fouillais toujours au Pérou. Donc, il n'était pas question de continuer l'association de l'école de fouille avec Pointe-du-Buisson. Et c'est absolument pas parce que le site n'était pas intéressant. Au contraire, c'était pas parce que les conditions logistiques n'étaient pas bonnes. Ils étaient exceptionnels. Tout ce qui manquait, c'était une piscine intérieure. Pour le reste, Pointe-du-Buisson, nous, on avait tout fait construire pour nous. On avait des dortoirs, une cuisine, un laboratoire. Pour nous, c'était un hôtel 5 étoiles. Alors, donc, c'était pas pour ça. C'était une sorte de gourmandise, mais ma volonté de continuer à contribuer à améliorer nos connaissances en région, mais pas dans une région très connue comme la Pointe-du-Buisson. Alors, c'est là que je me suis rappelé que j'avais déjà visité un archéologue amateur, M. Jean Clich, qui avait trouvé plein de sites au lac Mégantic. Et puis moi, j'aime les régions, j'aime me dépayser. Donc déjà, je me dépaysais pas mal avec le Pérou. Mais au Québec, j'avais trouvé ça formidable de passer 6-7 semaines dans la région de Rimouski, au lac Témiscouata. J'aimais ça. Donc, je décide, on s'en va au lac Mégantic. Fait que là, je vais tout de suite rencontrer les autorités. Là, il fallait que j'organise tout. Là. Clermont, il fallait que ce soit clé en main. Il ne voulait rien organiser, mais il dit dis-moi où tu veux que j'aille, je vais y aller. Si tu fais rien, je fais 2001 à Pointe-du-Buisson. Fait que là, je voulais casser le cordon ombilical pendant que c'était possible. Fait que j'ai réussi à trouver des alliés dans la région du lac Mégantic, le maire, la MRC, quelques citoyens. Et puis, j'ai rencontré M. Clich, qui était très, très
enthousiaste de nous donner la permission d'aller fouiller sur ses propriétés, parce qu'il était encore propriétaire de plusieurs terrains sur lesquels lui avait trouvé des sites en surveillant l'érosion des berges. Donc, il ramassait ce qui tombait dans les lacs. Alors, donc, lui, il ne fouillait pas, mais il avait ramassé quand même beaucoup d'objets et il en avait fait une certaine fierté. Il y avait l'âme du muséologue parce que tout son sous-sol, il l'avait aménagé en musée. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, pour moi, c'était un plaisir d'aller voir M. Clich et de collaborer à améliorer les connaissances, que c'est lui qui avait été le pionnier dans la région, là. Alors, donc, j'organise tout pour Clermont, je lui donne les sites. En fait, c'est un ruban de sites le long de la décharge du lac des Joncs, là, qui se jette dans le lac Mégantic. Donc, Clermont a fait une excellente école de fouilles. Moi, j'étais au Pérou. J'ai réussi à revenir et aller les voir 2 jours, parce que aller-retour région de Montréal, lac Mégantic, c'est un peu dur, là. Fait que je suis allé passer 2 jours, une journée pleine là, sur le site, sur les sites. Puis tout avait l'air très prometteur. Donc c'est enthousiaste que l'année suivante, je fais la publicité auprès des étudiants qu'on s'en va au lac Mégantic. On continue les fouilles au lac Mégantic. Puis moi, j'avais déjà fait valoir aux autorités locales que quand nous, on va s'installer dans une région, c'est pour longtemps. Et donc, j'ai pas eu tort parce qu'on a fait quand même 9 écoles de fouilles dans la région du lac Mégantic. Mais moi, j'ai des grosses fouilles de prévues en 2002 au Pérou, parce que je suis sur un site qui est très gros dans la vallée de Santa, qui s'appelle Guadalupito. Et donc, je garde en tête le Québec, mais je suis au Pérou, moi, de mai jusqu'à début juillet. Là, je reviens au Québec, il faut que je me repose un peu. Puis l'école de fouilles, c'est toujours au mois d'août. Mais là, j'ai la chance de compter sur l'assistant, celui qui a pris ma job, en fait, Pierre Corbeil, qui a pris la relève à Pointe-du-Buisson et qui était là pour la première année au lac Mégantic. Donc, la deuxième année du projet, la première pour moi comme directeur, c'est qu'on retourne sur les sites que j'avais demandé à Clermont de faire les premières fouilles. Donc, on continuait à fouiller, mais j'avais regardé dans l'inventaire des sites, puis il y avait un site qui m'attirait beaucoup. Une firme avait fait la découverte du site. C'était sur une propriété de M. Clich. L'intérêt de ce site, c'était qu'il était en milieu forestier, donc pas trop perturbé. C'était une terrasse très plate, très plane, très accueillante qui bordait la petite rivière aux Araignées, qui assurait la décharge entre le lac aux Araignées et le lac des Joncs qui se jette dans le lac Mégantic. Et puis, donc, je considérais que ce site-là avait le meilleur potentiel pour être un des sites les plus vieux de la région. Donc, en 2002, on va sur ce site-là. Et puis, j'avais 2 jours à lui donner. Les archéologues qui m'avaient précédé avaient fait la même chose que j'aurais fait. Donc, on appelle ça tirer 2 lignes de sondage. Donc, on prend un appareil, un théodolite, puis où on peut prendre une boussole, puis on prend un grand galon à mesurer. On en avait un de 100 mètres, mais on avait besoin d'à peu près 50 mètres. Fait que là, on met les étudiants, ils font des cadrans, donc 50 par 50. Et là, ils fouillent un puits de sondage pour voir si le site a un potentiel. Donc, la firme qui avait découvert le site en 1995 avait fait une vingtaine de sondages. Il n'avait pas été très chanceux, il avait trouvé une vingtaine d'artefacts. Donc, il avait considéré le site pas insignifiant, mais méritait pas de nouvelles fouilles et que c'était probablement un lieu de portage et que les populations s'étaient très peu arrêtées sur cet endroit-là parce qu'il était au-dessus du début d'un long rapide qui s'étirait sur 1 kilomètre. Donc, il y avait une position stratégique, mais il faut croire que les populations ne l'avaient pas choisi régulièrement. Nous, on y retourne. On est content d'avoir le plan fait par les archéologues qui nous avaient précédés. Donc, on trace 2 autres lignes, mais entre les 2 lignes de sondage. Et puis, nous, on est plus chanceux. Donc, on trouve
dans 2 sondages, des centaines d'éclats. Fait qu'on se dit, mon Dieu, il y a un potentiel. Et dans un sondage, puis on en a fait un autre juste à côté, on a trouvé 2 objets. Un qui, c'était juste un éclat, mais c'était en cherte rouge. Et puis, on en avait dans nos collections, et c'est un cherte qui vient du Maine. Alors ça, je suis content d'avoir cet éclat-là, parce que les autres éclats qu'on avait trouvés, donc des éclats de débitage, donc qui produisaient des outils sur place, c'était de la rhyolite du Mont Kinéo, qui est une rhyolite bien connue, qu'on trouvait sur les sites plus récents qu'on avait fouillés l'année précédente et qu'on était en train de fouiller cette année-là. Mais l'autre objet, c'était une extrémité distale de biface, donc il était un peu plus épais, et il était dans une matière que je ne connaissais pas. Et puis, comme j'avais déjà annoncé à mes collègues américains que j'étais dans la région du lac Mégantic, ben, j'avais tissé des liens avec des archéologues du Maine, du New Hampshire et du Vermont, qui sont toujours intéressés de savoir ce qui se passe au Québec. Fait que moi, j'allais dans des colloques dans ces États-là pour leur dire ce qu'on trouvait au Québec. Et donc là, je leur disais que je travaillais au lac Mégantic. Fait qu'il y en a un qui est venu, qui était plus curieux que les autres, Richard Boisvert, qui est un archéologue du New Hampshire, qui ne parle pas français. C'est un franco-américain, donc troisième génération, celle qui ne parle plus français. Ses parents parlaient un peu français, ses enfants ne parlent pas français. Et il est capable de dire bonjour, puis j'aimerais une bière. Tu sais, ça se limite à des trucs très utiles, là. Alors, un homme très sympathique avec qui j'ai collaboré beaucoup, qui lui, heureusement pour moi, venait de trouver un site très vieux. En fait, une série de sites dans une petite vallée dans le nord du New Hampshire. Fait que, il vient me voir et puis je lui montre ces objets-là. Et cette fameuse extrémité distale de biface, donc l'objet à tout faire, taillé sur les 2 faces, d'où son nom biface, était dans une matière que lui connaissait. Il me dit, tu m'as volé ça. Ça vient de chez nous, du New Hampshire. Il dit, ça, c'est la rhyolite du New Hampshire. Et puis, tu as un éclat de charte rouge à Munson. Nous, dans nos nouveaux sites paléo-indiens du New Hampshire, quand on trouve de la rhyolite du New Hampshire avec le charte rouge Munson du Maine, c'est automatiquement un site paléo-indien. Fait qu'il me regarde, puis il me dit, bravo. Pourquoi tu me dis bravo? Ben, tu as un site paléo-indien. Il dit, wow, un instant. Mais ça m'a quand même incité à écrire dans mon rapport que c'était peut-être le plus vieux site de la région, ce que nous allons essayer de confirmer en 2003. Mais à chaque fois que je produis un rapport, c'est un rapport qui est relié au permis archéologique, j'en donne toujours une copie au propriétaire. Ça fait que là, je me retrouve au mois de novembre 2002. Je suis allé donner une conférence publique au lac Mégantic, mais je suis allé donner une copie du rapport à M. Clich et à son épouse, Catherine Rancourt, et en leur demandant la permission si le site qu'on venait de trouver, avec les 2 objets, les matières que l'archéologue du New Hampshire me disait, ça, quand c'est ensemble, c'est paléo-indien, je leur demandais donc la permission de nommer ce site-là le site Clich-Rancourt, en leur honneur. Parce que son nom de code, c'est BIR 14. Ça, c'est un peu moins sexy quand tu fais des publications ou des conversations ou des communications. Donc, ils acceptent, ils sont honorés. Et l'année suivante, c'est l'année de la confirmation. Donc, en 2003, on retourne fouiller aux mêmes endroits et on fouille juste à côté de l'endroit où on avait trouvé l'extrémité distale en rhyolite du New Hampshire, l'éclat en charte rouge du Maine. Et on trouve, après 2 jours, on trouve la première extrémité distale de Pointe-à-Cannelure. Et on trouve le dernier jour qui était prévu sur le site. Donc, on est le vendredi. Donc, c'est un 8 août. Et donc, j'avais une étudiante qui était très bonne, mais que je trouvais fatigante. Alors, elle me posait trop des questions. Fait que là, elle s'appelle Violette. Là. Elle va peut-être écouter ça un jour. Donc, Violette, elle me dit, « Claude, peux-tu venir? » Ça fait plusieurs fois qu'elle me posait la question au cours de la semaine. Là. Elle est devenue mon assistante l'année suivante. Alors, j'ai dit, « Violette, t'es sûre? Là, je t'ai tanné d'y aller pour aller. Je pense que tu ne le regretteras pas. » Fait que là, puis j'y parlais sans trop la regarder. Je n'étais pas loin, mais je n'étais pas proche. Fait que là, je marche. Mais là, dès que j'ai vu son sourire,
je me suis dit, il y a quelque chose de spécial. Tu sais. Effectivement, je me penche et là, je regarde ce qu'elle avait laissé en place parce que quand les étudiants trouvaient un objet qui avait une forme, le mot d'ordre, c'était ne le déplace pas. Laisse-le en place, on va prendre des photos et puis après ça, on va le manipuler et tout ça. Et donc, je m'approche, je me penche et là, je vois une belle base avec une cannelure. Et là, je pèse un peu sur la pièce pour qu'elle garde son empreinte dans le sol, parce que c'est un limon sablonneux. Et là, rapidement, je la retourne de côté, puis il y avait une cannelure de l'autre côté. Là, je l'ai remis en place. J'ai regardé, j'ai dit, là, on peut y croire. Tu sais. Parce que le mardi, on avait trouvé l'extrémité distale, et il y avait une trace de cannelure que sur une face. Il n'y en avait pas sur l'autre côté. Et des fois, il peut y avoir une cassure spontanée qui pouvait produire ce genre de... Fait que je ne l'avais pas dit aux étudiants qu'on venait de trouver peut-être quelque chose d'assez phénoménal. Mais le lendemain, un étudiant m'arrive et dit « As-tu vu le drôle d'éclat? » Alors, moi, je lui dis rien. Je prends l'éclat, je le regarde, et c'était un éclat de cannelure. Fait que là, je savais que 1 plus 1 égale 2. Donc, extrémité distale avec une trace de cannelure, la fin de l'enlèvement. Un éclat de cannelure qui s'avère un des plus longs éclats. Il n'est même pas complet. Là. Il fait 52, pas 52, il fait 2 pouces. En tout cas, il est quand même assez long. Là, je savais, moi, qu'on avait quelque chose de particulier. Donc, avec la découverte de cette deuxième pointe à cannelure et en plus une base. Fait que là, on est allé public. Donc, on a eu la télévision qui est venue, un reportage dans la revue, dans l'émission Découverte. Et Violette, celle qui avait trouvé la deuxième pointe, celle qui confirmait la présence paléo-indienne ancienne. Donc, ça devenait le plus vieux site connu au Québec, autour de 12 000 ans. Donc, 2 jours plus tard, elle avait sa face avec la pointe sur le journal de Québec. On est plus proche de Québec que de Montréal, au lac Mégantic. Donc, c'était une belle aventure qui, encore une fois, s'est confirmée par la publication d'une synthèse où on voit l'extrémité de ce fameux biface qui est le début de l'histoire. Là. Alors, entre lacs et montagnes, 12 000 ans d'histoire amérindienne au Méganticois. Donc, c'est un ouvrage qui permettait, d'une part, de publier de façon exhaustive toutes les découvertes sur le site Cléchancourt, mais aussi, il fallait aussi témoigner de tous les autres travaux qu'on avait faits. Donc, en fait, c'était la synthèse des 6 premières années de fouilles sur 4-5 sites de la région du Méganticois, là, de la région du lac Mégantic. Et à partir de là, donc là, on est en 2007, nous, on a poursuivi les fouilles. Et donc, on a fait l'école de fouilles jusqu'en 2009. Et à titre personnel, donc comme des vacances, en 2010, 2011 et 2012, je suis retourné sur le site pour faire des compléments de fouilles, donc des petites fouilles, des fouilles à petite échelle. Mais donc, on avait un site qui nous permettait d'ajouter un chapitre, en fait, le plus vieux chapitre possible pour la préhistoire québécoise. Donc, c'était comme un retour assez intéressant, mais malgré tous ces investissements, j'ai continué à faire des fouilles au Pérou jusqu'en 2008. Et puis, dans l'intermède entre 2002 et 2005, j'ai fait des fouilles au Costa Rica en 2005, toujours en dirigeant l'école de fouilles dans la région du lac Mégantic. Donc, je souffre peut-être de boulimie de travail, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé le terrain, j'ai toujours aimé être entouré d'étudiants que j'essaie de contaminer, donc qui se transforment en êtres passionnés comme leur directeur l'était, l'est et le sera, j'espère, jusque sur mon lit de mort. Mais là, c'était le temps de faire une autre synthèse, parce que vu qu'on avait fouillé jusqu'en 2009, même si j'ai toujours privilégié la langue française, à un moment donné, pour un site de cette importance, je trouvais important qu'il y ait une publication en anglais. Mais j'ai quand même pris un contexte québécois.
Alors, donc, j'ai réuni des spécialistes de cette période-là, là, donc le paléo-indien ancien, caractérisé par une pointe, la pointe à cannelure, qui, je peux faire juste un petit... j'aurais dû y penser tantôt. Alors, vous pourrez la reprendre, mais ça ici, c'est la cannelure. Donc, à la partie inférieure de la photo, c'est les 4 bases des pointes à cannelure. Donc, c'est un enlèvement à partir de la base de la pointe. Et la beauté de la chose, c'est que ce type d'emmanchement ou de détachement d'un éclat à partir de la base n'existe qu'au paléo-indien ancien. C'est une façon de tailler les pointes qui est propre à cette période-là. Dès le paléo-indien récent, c'est l'abandon total des cannelures. Donc, c'est d'autres attributs des pointes qui vont caractériser les objets du paléo-indien récent. Donc, le paléo-indien ancien, c'est vraiment une période particulière. Donc, en 2009, je réunis des spécialistes à Sherbrooke dans le cadre du colloque des archéologues du Québec. Je m'excuse auprès de mes collègues québécois parce que la majorité de mes conférenciers sont unilingues anglais. Alors, donc, ils viennent, ils font leur présentation d'une vingtaine de minutes. Mais pour moi, c'est un catalyseur. Donc, c'est une façon de les réunir et de leur poser la question, dans le blanc des yeux, est-ce que vous êtes partant pour produire des chapitres dans un ouvrage dont j'assumerai la direction? Et ils ont tous dit oui. Donc, on est en mai 2009 et il faut attendre octobre 2012 pour voir ce projet se concrétiser. Donc, c'est Late Pleistocene and Archaeology and Ecology in the Far Northeast. Donc, le Québec fait maintenant partie pas du Far West, mais le Far Northeast. Donc, l'extrême nord du nord-est. Donc, le Québec et les États américains limitrophes. Et donc, cet ouvrage-là, c'est vraiment... c'est pas un exploit, mais donc c'est un travail de longue haleine où tu es obligé de produire un document de qualité parce que tu te présentes avec ton manuscrit. Il faut que tu écrives une présentation, il faut que tu écrives une justification. Pourquoi eux devraient publier ton livre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce livre-là? Et donc, c'était bien sûr la qualité de chacun des articles. Et pour moi, c'était l'occasion, pas juste d'agir en tant que directeur, mais en tant qu'auteur. Pour moi, c'était un moyen de présenter de façon, encore une fois, extensive toutes les données concernant le paléo-indien ancien du site Cléch-Rancourt. Donc, la distinction, c'est que quand tu diriges un livre, c'est toi qui décides du nombre de pages. Alors que quand tu publies un article, on va te dire 5000 mots. Et ça limite beaucoup le traitement que tu peux en faire. Alors donc, c'est un livre dont je suis bien sûr très fier. C'est peut-être le livre qui m'a pris le plus de temps, d'énergie, qui m'a stressé le plus. Les auteurs qui ont collaboré ont tous agi de façon très professionnelle. Mais une petite anecdote, à la toute fin du processus, j'avais signé un contrat. Et je reçois même des redevances, ne sont pas énormes, là, même si le livre s'est bien vendu. Mes redevances frôlent le ridicule. Mais dans le contrat que j'ai signé d'une dizaine de pages, je l'avais lu, je l'avais signé, je l'avais retourné. Et il y a des choses sur lesquelles je ne m'étais pas bien arrêté. Alors, à quelques semaines de compléter la production, là, la book manager me contacte et me dit bon, M. Chapdelaine, le point 10 à la page 9 de votre contrat, vous êtes en charge de l'index. Vous voulez toujours un index? Oui, je veux un index. Je trouverais ça le fun. Tu sais, ça fait sérieux. Donc, elle dit, vous avez 2 choix, vous le faites vous-même, vous le donnez en contrat, ou vous nous donnez le contrat de trouver quelqu'un pour le faire. Donc là, je me suis dit, j'ai pas le goût je ne sais pas combien ça peut coûter. Fait que je leur ai dit, je vais le faire. J'avais jamais fait ça de ma vie.
Fait qu'il m'a envoyé le petit livre du manuel du style de l'Université de Chicago, une quarantaine de pages. Et là, j'ai mis à profit ma femme. En fait, j'avais 2 semaines pour le faire. Et j'ai même conservé encore les épreuves, là. Ils sont dans un placard quelque part. Fait que j'avais 2 copies. Donc, j'en ai donné une à ma femme. Pendant une semaine, ma femme a lu et elle a souligné avec un crayon rouge puis une règle tous les noms propres. Et puis, moi, j'avais d'autres choses à faire. La première semaine, j'ai pas pu rien faire. Mais la deuxième semaine, j'ai fait toute la lecture en allant chercher des noms, des mots-clés, mais qui n'étaient pas des noms propres, et faire des liens, là. En anglais, on appelle ça faire des références croisées, le cross-referencing. En tout cas, au bout de 2 semaines, j'étais épuisé. J'ai quand même aimé mon index. J'aurais aimé le refaire, mais je dirais que ça va toujours rester la partie inattendue où j'avais pas le beau rôle, mais grâce à la complicité de ma femme, comme toujours dans la majorité de mes projets. Donc, j'ai fait un index avec comme commentaire: je n'en referai plus jamais de ma vie. C'est trop exigeant. Mais c'est un exercice qui peut être passionnant. C'est quand même très, très intéressant parce que même encore aujourd'hui, quand je consulte le livre que j'ai édité, je l'utilise, l'index. Et à chaque fois que je prends un livre puis que je vois l'index, je m'en fais l'arbitre, là. J'essaie de voir est-ce qu'il a été bien fait, est-ce qu'il est mieux détaillé que le mien, etc. Et très souvent, la majorité des index sont très mal faits, ils ne sont pas utiles, ils font pas assez de références croisées. Alors, c'est ça. Donc, ça a été un exercice là, qui est quand même exigeant, mais qui a été gratifiant parce que j'ai publié beaucoup en français sur le site Cléchancourt, mais si on prend mettons, des ouvrages américains, l'ouvrage qu'ils vont citer le plus, c'est celui-là. Donc, celui de 2012, ce que j'ai publié en 2014, ce que j'ai publié en 2011 en France, ce que j'ai publié au Québec en 2010, 2009, 2007, 2004. Ça passe en dessous du tapis. C'est toujours 2012. Là. Et un de mes projets, parce que même à la retraite, je suis plein de projets, c'est ce qui m'anime, c'est de refaire un ouvrage seulement que sur toutes les occupations de Cléchancourt, parce qu'il y a une occupation du Paléo-Indien ancien, une occupation du Paléo-Indien ancien et des occupations archaïques. Donc, tout sur le site Cléchancourt en un seul volume. Est-ce que je l'écris en français ou en anglais? C'est ma question. Je vais continuer d'y réfléchir, mais ça, c'est un projet pour 2021. Donc, j'ai le temps devant moi.